Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue à Évry-Courcouronnes pour cette nouvelle émission Parlons laïcité. Enfin, nouvelle émission, nouvelle saison plutôt devrons-nous dire. Et oui, on est aujourd'hui en septembre, premier jeudi de septembre. Et comme d'habitude, vous allez retrouver toute cette année l'émission Parlons laïcité, cette année scolaire bien sûr. Jeudi 5 septembre de 17h à 19h. C'est à chaque fois les horaires où on les enregistre les premiers jeudis de chaque mois. Et alors aujourd'hui, on est accueilli par la maison de quartier Jacques Prévert, le centre social, qu'on remercie vivement de nous accueillir pour la première fois dans leurs locaux pour l'enregistrement. Comme d'habitude, vous allez retrouver notre ami Alain. Bonjour Alain. Toutes et tous. Voilà notre animateur qui va présenter notre invité, donc je garde encore un peu le secret quelques instants. Voilà, on va avoir notre Jean-Cri également, notre star intergalactique venue de Pluton et de Saturne à la fois, pour nous faire les émissions de radio. Bonjour Jean-Cri. Bonjour, effectivement j'ai fait de la route. Une grosse route, puisqu'il va nous faire encore une fois ses caricatures pendant toute l'émission. Et puis nous avons notre binôme Agnès et Sébastien. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Qui vont réaliser et produire l'émission. Voilà, eh bien, nous allons parler aujourd'hui, pour commencer, de comment communiquer sur la laïcité. Et on a la chance d'accueillir Philippe Roblin. Et c'est parti. Parlons laïcité. Bonjour Philippe, vous vous présentez comme spécialiste des textes et des signes. Ça veut dire quoi ? Oui, bonjour Alain, bonjour à tous et à toutes. Alors bon, je vais pas aller trop dans le détail, mais donc un spécialiste des signes, en fait, c'est une discipline qui s'appelle la sémiologie ou la sémiotique. Enfin, en France, on aime bien faire toujours des nuances, mais peu importe, on va pas le faire aujourd'hui. C'est, on va dire, une discipline qui a pour objet d'analyser des objets de sens, c'est-à-dire des choses qui disent des choses, et puis ou bien les construire. Hein. Alors je vais vous demander de réfléchir pendant 10 secondes sur cette expression. En fait, la sémiologie, c'est la discipline qui étudie comment ça dit ce que ça dit. Comment ça dit ce que ça dit. Voilà. Il y a plein de discours, on verra après le terme de discours, il est très général, plein de discours, d'affiches, de textes, de publicités, elles disent des choses. Et le sémiologue, lui, son but, c'est pas vraiment de comprendre ce que ça dit, ça tout le monde comprend ce que ça dit, c'est de comprendre comment ça a construit ce sens en utilisant quels signes et en les mettant en scène d'une certaine manière, quelque chose qui est écrit en plus gros, quelque chose qui est écrit en plus petit, une couleur, une forme, etc. Même un langage corporel, par exemple dans un film, ça dit quelque chose. Eh bien, le sémiologue, il étudie ça, ou bien il construit un système de signes justement pour diffuser un discours. Comment en êtes-vous arrivé là ? Comment êtes-vous arrivé comme spécialiste en sémiologie ? Dans ma carrière professionnelle, j'ai un peu eu 2 vies. À la fois j'enseigne et en même temps je suis un conseil en marketing et en communication. Et c'est la communication qui m'a amené à ça, parce que je voyais bien que il y avait une science utile, une discipline utile, qui était justement la sémiologie, qui arrivait à décortiquer les objets de sens et que je comprenais sans vraiment tout comprendre. Et je me suis dit, en fait, pour mieux le comprendre, il faudrait que je me forme, et je me suis formé à la sémiologie. Alors en France, c'est pas très connu finalement. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes et ça paraît être peu utilisé à part dans les agences de communication. Alors que paradoxalement, chez les anglo-saxons, c'est quelque chose de très banal, presque. Et d'ailleurs, les clients que j'avais quand j'étais dans la vie professionnelle privée, c'était souvent des Britanniques qui venaient me chercher.
pour faire de la sémiologie plus que les Français. Quel est rapidement votre parcours ? Vous parlez d'entreprise ? Oui, j'ai un parcours un peu particulier. En fait, j'ai travaillé, on va dire, dans le marketing pendant des années dans une entreprise que tout le monde connaît qui s'appelle Lego, les jeux Lego. Donc dans le jeu éducatif. Et puis j'ai continué dans une autre entreprise dans les jeux éducatifs. Et ensuite, je suis passé de l'autre côté, du côté conseil aux entreprises en rejoignant une agence de conseil, de communication et de design. On va peut-être entrer dans le cœur du sujet, le rapport avec la laïcité. Comment est-ce qu'on va faire ce lien ? Oui, alors on le fera tout à l'heure, mais parce que en réalité, quand on parle de laïcité, tout le monde le sait, ça évoque des choses, et ça évoque quelque chose. Et le problème, c'est que justement, ça n'évoque pas la même chose pour tout le monde. C'est qu'il y a des univers d'évocation qui sont très variables et qu'on ne contrôle pas. Je dis le mot laïcité, certains vont avoir, ça va évoquer quelque chose par exemple de positif. Et puis je vais dire le mot laïcité et une autre personne, ça évoque quelque chose de négatif. Et pourtant, c'est le même mot, c'est le même concept, sauf qu'il est connoté différemment selon le contexte, selon l'expérience, selon peut-être aussi l'ignorance parfois des choses, mais aussi parfois les dévoiements. Et clairement sur la laïcité, il y a des énormes dévoiements, parce qu'il y en a plusieurs en plus, ça se complique. Et donc le terme finalement, on le reverra tout à l'heure, mais il est chargé, il produit du sens. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a une définition finalement, donc ça produit du sens. Mais le problème, c'est que ça produit pas un sens, c'est que ça produit plein de sens, y compris erronés. Et même d'ailleurs, j'ai déjà entendu des explications sur la laïcité qui étaient justement ce que n'était pas la laïcité, c'était tout le contraire. Donc on rame, pour une expression un peu triviale, on rame quand on utilise ce terme. Ça devient compliqué de parler de la laïcité, c'est clair. Ça devient très compliqué. C'est pour la raison pour laquelle je pense, moi, qu'il y a un travail à faire. On en parlera tout à l'heure. Un travail à faire sur, justement, les mots qu'il faut associer, les images qu'il faut associer, positives, évidemment, pour remettre, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village, c'est-à-dire la laïcité là où elle devrait être, et ne pas essayer de l'emmener ailleurs et dire autre chose que ce qu'elle est en réalité, puisque ce qu'elle est, c'est très très clair quand on regarde la loi de 1905 et d'autres d'ailleurs. Et alors revenons un peu en arrière sur la sémiologie et la sémiotique. Vous pouvez nous donner des points de repère ? Qu'est-ce que vous regardez dans un objet ? Oui, alors écoutez, pour ceux qui sont là, mais ceux qui vont nous écouter, donc j'ai pris des objets devant moi, mais je vais les expliquer parce que tout le monde les connaît en fait. J'ai pris des bouteilles d'eau. Alors j'ai pris une bouteille de d'Évian, une petite bouteille d'Évian. J'ai pris une petite bouteille de Vittel. On a même d'ailleurs une bouteille de c'est Volvic, ça, voilà. Et on a une bouteille de cristalline. Alors ce qui frappe, c'est qu'en fait c'est comme l'eau laïcité. Il y a des bouteilles d'eau, c'est commun. Ça c'est le terme commun. Mais on voit bien que chacune essaie de se distinguer de l'autre. Et il y a quelqu'un, sémiologues, des designers, qui ont construit un système pour dire plein de choses. D'abord pour se différencier les unes de l'autre. Vous remarquerez, il n'y a pas deux bouteilles qui ont un bouchon de la même couleur. Systématiquement, c'est une autre couleur. Oui, on voit là du vert, du bleu, du rouge. Vittel un bouchon rouge, Évian un bouchon bleu pâle, Volvic un bouchon vert, il y a même une autre Nestlé qui a un bouchon bleu foncé, et Cristalline un bouchon sans couleur. Je ne fais pas de publicité évidemment, vous l'aurez compris, et je ne dis pas quelle est ma préférence, j'en ai pas d'ailleurs, mais c'est pour vous donner cet exemple. Et cependant, on a bien 4 bouteilles ou 5 bouteilles plastiques, elles ont toutes un bouchon, elles ont toutes une étiquette finalement. Le système de signes est exactement le même. Pour autant, elles racontent des histoires totalement différentes et c'est exactement le but recherché. Si vous prenez la bouteille d'Évian, alors je demande aux auditeurs de l'imaginer ou de la regarder sur Internet, par exemple, vous constaterez que elle a des couleurs bleu et rose, ce qui, à ma connaissance, n'est pas la couleur de l'eau. Alors bleu pâle et rose. Et curieusement, c'est très curieux comme couleur en réalité, puisque ça renvoie à un univers, ça évoque quel univers ? Celui de la petite enfance, de la puériculture. Alors pourquoi Évian se met à faire ça ?
Deuxièmement, il y a sur la même bouteille, il y a sur l'étiquette, on remarquera qu'il y a des montagnes avec de la neige blanche très pure. Alors, je vais un peu vite en besogne, mais la construction, le discours que veut tenir Evian, c'est que 1, c'est la pureté, 2, de l'enfance. Et donc, vous connaissez la publicité Evian qui vous vend en fait de la jeunesse et de l'enfance. On voit très souvent d'ailleurs des bébés même dans la publicité. Mais ça va plus loin. Les neiges sont des neiges éternelles. Donc on vous vend de la jeunesse éternelle. Si vous prenez tout à fait le contraire chez Vittel, c'est des couleurs très vives, un rouge très vif, c'est même quelque chose d'absolument presque anormal, c'est le nom qui est écrit en vertical, ce qui est un non-sens presque. Quand on regarde les bouteilles, on veut voir les produits dans un magasin, on veut voir les noms. Ben là, il est vertical, il peut pas se lire vraiment. Mais comme ils sont les seuls, d'ailleurs, on les repère. Et ensuite, pourquoi ils ont fait ça ? C'est intéressant. Ils l'ont fait évidemment volontairement. Eh bien, c'est pour donner, vous le ressentirez, une image de vitalité. Vitalité, et quelque chose de très actif. Eh bien, leur univers d'évocation, vous le constaterez, c'est le sport, c'est l'activité. Donc, vous voyez, c'est tout à fait différent de Evian. Et puis, si je prends cristalline, ben là, il n'y a plus rien. Tout est blanc, même le plastique est plus blanc, les autres sont colorés, il est même plus fin, il est un peu fragile même. Alors là, c'est normal parce que là, vous ne payez que l'eau. Ils disent qu'ils sont les moins chers en réalité, ce qui est peut-être d'ailleurs la réalité. Hein. Donc chacun essaie de dire quelque chose. C'est ce qu'on appelle un discours. Et donc il en est ainsi des packaging que vous venez de voir, mais dont on vient de parler. Mais il en est aussi la même chose, des mots. Chaque mot théoriquement veut dire quelque chose, sauf que ça évoque. Et le problème, c'est qu'autant dans un packaging, la construction s'est faite pour évoquer quelque chose de précis et inconsciemment d'ailleurs, le public concerné comprend cette histoire qu'on lui raconte. Le problème de certains mots, c'est que ils sont devenus contre eux, malgré eux, polysémiques, sauf que jusqu'à perdre leur sens originel. Le mot laïcité, évidemment, c'est le cas. Mais si vous prenez le mot universalisme, c'est exactement la même chose. Et je pourrais en prendre d'autres où ils ont été complètement détournés de leur seul sens, parce qu'ils ont qu'un seul sens. On a sur chaque bouteille un certain nombre de mots typiques. Par exemple, je prends Volvic qui insiste sur la matière recyclée de la bouteille. Ça fait partie du message. Ça fait partie du message, évidemment. C'est presque maintenant un peu obligatoire. On parle de greenwashing, vous savez, pour les produits. Évidemment, c'est obligatoire pour l'utilisation du plastique. On essaie de dire qu'on a du plastique recyclé ou recyclable. Là aussi, il y a des nuances, toujours intéressant. On fait pas trop attention, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils peuvent pas écrire une histoire complète, mais ils la racontent quand même en utilisant des signes. C'est la force de ces systèmes de signes, on appelle ça comme ça, et de la mise en signe et de la mise en scène, puisque c'est comme un théâtre, une scène de théâtre. Vous avez plein de choses et puis vous les mettez plutôt là, plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt devant, plutôt derrière, plutôt de cette couleur, plutôt d'une autre couleur. Il y a un metteur en scène et qui et une scénographie. C'est exactement la même chose ici. Alors évidemment, vous venez de dire quel est le lien avec la laïcité. Il l'est. C'est-à-dire que la question toujours, ce sont les univers. Qu'est-ce que ça raconte et quels sont les univers d'évocation? Mais c'est très lié quand même à une période historique. C'est-à-dire que ce qui est un signe aujourd'hui n'était pas forcément un signe il y a 10 ans. Les signes viennent s'inscrire dans un univers de référence. On pourrait, les couleurs, par exemple, vous savez qu'elles ont changé de sens au fur du temps, au fur de l'histoire. La couleur rouge avec les ecclésiastiques, la couleur rouge aussi qui, par contre, peut dire danger, la couleur rouge qui peut dire au contraire vitalité, comme chez Vittel. Vittel, il vous dit pas attention, c'est dangereux de boire mono. Il vous dit non, ça donne la pêche de boire mono. Et donc, évidemment, c'est chargé. Il y a un référentiel, il y a un contexte culturel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
dans d'autres cultures, il faudra d'autres signes pour raconter la même histoire. Parce que sinon, il y a une confusion. Alors, les couleurs, c'en est une, les chiffres, en Asie, par exemple, etc., etc. On peut raconter la même histoire, mais il faut construire un système de signes différents. Et c'est ce qu'on appelle, alors ça, c'est Saussure qui a développé ça, mais c'est un rapport entre le signifiant et le signifié. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le signifié, c'est qu'est-ce qu'on veut dire. Et après, on choisit le mot ou les signes qui vont dire ce que l'on veut dire au public auquel on s'adresse. À la limite, à l'autre public, c'est moins grave. Mais au public auquel s'adresse, il faut utiliser les codes ou les signes qu'il comprend et qui évoquent chez lui la bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne exactement ce que je veux dire. La bonne ménagère de plus de 40 ans qui achète des lave-vaisselle ou des sèche-linges ou des lave-linges il y a 50 ans. Donc c'est quand même une science relativement jeune. La discipline, elle est née... en fait, c'est Saussure qui l'a identifiée sans la développer. Il a dit, c'est un linguiste, et il disait, il manque quelque chose à la linguistique. Il dit, c'est un truc, et c'est lui qui a donné le nom, c'est fantastique. Il a identifié un manque, il a dit, tiens, on va l'appeler, alors c'est sur les signes, de construction de signes, la sémiosis, etc., on va l'appeler sémiologie. Voilà comment le mot est né, mais il n'y avait pas la discipline. Et puis très rapidement, la discipline s'est développée, notamment aux États-Unis, mais en France aussi, puisqu'il y a une grande école de sémiologie en France. Petit à petit, c'est une discipline une discipline scientifique. Hein, il y a des modèles, il y a des méthodes d'analyse. C'est très normé en réalité. C'est même peut-être ce qui en fait la difficulté, c'est que c'est très il y a même un langage très spécial à la sémiologie et qui fait que pour apprendre la sémiologie, il faut apprendre le langage de la sémiologie. Vous voyez, c'est comme si je vous enseignais les mathématiques, mais en chinois. Il faut apprendre le chinois pour comprendre le cours de mathématiques. C'est un petit peu le problème de la sémio. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle reste quelque chose d'assez confidentiel. Alors, il y a ce que l'on veut dire et ce que les gens comprennent. J'en viens donc à la laïcité. Vous l'avez dit tout à l'heure, le mot a des connotations dans la tête des gens qui sont très très variées et parfois extrêmement négatives, avec des dévoiements qui sont parfois volontaires. Comment est-ce qu'on peut essayer de changer cet état de fait ? Alors effectivement, d'abord, on peut que constater, tout le monde le sait, je pense ici et ceux qui nous écoutent, que c'est assez confusant tout ça. Il y a beaucoup de confusion autour du terme de laïcité, beaucoup d'ignorance, beaucoup d'approximation, beaucoup de manipulation et de dévoiement volontaire. Et donc, lorsque c'est comme ça, évidemment, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous utilisez dans une phrase le terme et hop, se déclenche immédiatement des évocations dans la tête de celui qui vous écoute, et elles peuvent être de différents ordres. Il y comprend l'interprétation, c'est ce que vous disiez Alain, différente, c'est-à-dire qu'il entend autre chose que ce que vous vouliez dire et ce que vous pensez dire. Et puis il y a il y a une charge, je vais appeler ça comme ça, il y a un objet de valeur, si vous voulez, négatif ou positif. Et la charge positive que pourtant le mot laïcité devrait porter toujours, parfois, en réalité, c'est devenu une charge négative. Alors il y a des raisons, parfois, c'est qu'on l'utilise un peu à tort à travers pour tout, et notamment pour des interdictions. C'est au nom de la laïcité qu'on interdit ceci, cela. C'est au nom de la laïcité que on va dire à certains que il faut dans la rue ne pas porter un signe religieux ou autre d'ailleurs, parce que la loi elle est en plus là-dessus, elle est assez claire. Ce qui est complètement évidemment un détournement du concept justement, qui ne dit absolument pas ça. Et en réalité, il faut revenir évidemment à ce que ça veut dire. Et comme le mot est complètement dévoyé, eh bien, on en vient presque à mon idée.
comment parler de laïcité? Eh ben, faut pas utiliser le mot laïcité. C'est le meilleur moyen d'en parler. Plutôt que de dire les choses avec des mots qui ne disent pas la même chose à tout le monde, parlons au contraire de ce que ça veut dire avant d'utiliser le mot. C'est inversons le sens, la démarche. Et donc, on viendra tout à l'heure, si vous me posez la question, sur qu'est-ce que ça veut dire et quels mots faut employer pour le dire. Est-ce que vous pouvez faire un petit tour là sur ce que vous parlez de manipulation, mais sur les interprétations que vous avez entendues? Il y en a de plusieurs ordres, mais alors vous savez, je sais pas si nos auditeurs ont déjà vu ça, mais il y a une tendance à adjectiver la laïcité, d'accord? On entend laïcité positive, laïcité ouverte, etc. Alors rien qu'en faisant ça, déjà, on crée de la confusion, parce que ça veut dire qu'il y a une laïcité fermée, qu'il y a une laïcité négative. Donc, comme il y a plusieurs laïcités, c'est normal qu'il y ait plusieurs sens. Et voilà, et ça y est, c'est perdu. La bataille est déjà perdue sur le terme. Il y a même eu quelqu'un qui a écrit qu'il y avait 7 laïcités et dont une concordataire. Alors que la laïcité, justement, c'est pas le concordat, c'est pas ça du tout. Et donc, les interprétations, évidemment, c'est par exemple, pour certains, c'est l'interdiction du religieux. Mais la laïcité n'a jamais dit ça. Au contraire, c'est la liberté de croire. La liberté de la religion est incluse dans le principe de laïcité. En réalité, ce qui est compris, c'est pas la liberté des religions, c'est la liberté de conscience. Et c'est de ça qu'il faut parler, de la liberté de conscience. Et ça fait pas la même chose. Vous faites une conférence, vous mettez le mot laïcité, ou vous faites une conférence et vous mettez le mot liberté de conscience, l'accueil n'est pas le même. Parce que liberté de conscience, la charge est positive pour tout le monde. Et c'est justement par ça, pour moi, qu'il faut commencer. Alors, la liberté de conscience, c'est pas égal laïcité, mais la liberté de conscience fait partie, c'est le point de départ. D'ailleurs, c'est le premier article de la loi de 1905, qui est très bien écrit, puisque ça dit assure la liberté de conscience. Et ça continue en disant, elle garantit la pratique des cultes. Ça peut pas être plus clair. Donc ceux qui vous racontent que c'est pour empêcher de pratiquer son culte, ils vous racontent des grosses bêtises. Alors, par ignorance, certains, à la limite, ceux-là, on peut peut-être les éduquer, mais surtout par manipulation. C'est une manipulation, et on voit bien que c'est une manipulation, malheureusement, qui marche parfois. C'est les différentes formes de manipulation que vous avez rencontrées. Il y en a d'autres qui, au contraire, voient la laïcité comme la liberté de religion. Et ça aussi, c'est réducteur, puisque il s'agit de liberté de conscience, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus large que la liberté de sa religion. La liberté de conscience, c'est la liberté de ne pas croire ou de croire. J'inverse volontairement les termes, et c'est de ça qu'il s'agit. Et la laïcité, donc, elle dit, j'ai un poster qui est ici, qui dit « la religion, c'est perso », eh bien, elle dit ça. Elle dit, bon, écoutez, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Et puis, de toute façon, c'est personnel, c'est votre affaire. L'État n'a pas à s'en mêler, et donc, il ne s'en mêle pas. L'État chez lui, l'Église chez elle. Victor Hugo. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle de séparation, c'est vraiment, on sépare le temporel du religieux, et c'est le résultat d'un long combat. Je voudrais quand même dire quelque chose qui va la surprendre. Je pense, en 1789, en réalité, c'était déjà posé, et même si le terme n'existait pas, le terme est arrivé beaucoup plus tard, mais on dit que c'est peut-être Buisson qui l'a inventé, mais je suis même pas sûr. Enfin, faudrait remonter. Là, je suis pas un spécialiste. Il y a quelqu'un dans la salle qui pourra nous préciser tout ça. Mais en 1789, dans la déclaration, il y a un article, l'article 10, qui dit cette phrase très importante. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
virgule, même religieuse. Faut faire attention, ça dit quelque chose de très particulier. C'est que les options religieuses, les croyances, sont des opinions. Alors ça, je sais que beaucoup ont du mal à l'entendre. Ce sont des opinions comme les autres, même j'enfonce le clou. Et comme nous sommes pour la liberté d'opinion, eh bien nous sommes donc pour la liberté de croire à un dieu, ou à deux dieux d'ailleurs, pour certains, ou à plusieurs, selon les époques, ou pas du tout. Voilà, tout ça, ce sont vos choix, vos opinions spirituelles, vos choix personnels, et l'État n'a pas à s'en mêler. C'est ça que dit la laïcité. L'État n'a pas à s'en mêler, donc il s'en mêle pas. Donc, il sépare. Et d'ailleurs, en France, on ne vous demande pas quelle est votre religion. On n'a pas le droit de vous demander ça. Je signale que dans d'autres pays européens, ou qui sont des pays, je dirais, des démocraties à peu près semblables, je pense à l'Allemagne, par exemple, où j'ai vécu un certain temps, je me souviens très bien que il fallait déclarer son appartenance cultuelle, alors dans le but de flécher l'impôt du culte, le denier du culte, quoi, puisqu'on paye un impôt, et il fallait déclarer. Je me souviens très bien qu'il y avait une liste avec plein de d'églises possibles, et puis il y avait autres où on ne croit pas, pas de croyance ou pas d'église, et voilà pour tous les autres mécréants. En France, on peut pas vous demander ça, parce que ça ne regarde pas l'État. Et c'est ça l'idée de la laïcité. C'est c'est la liberté de conscience, c'est perso, comme dirait Jean Cry sur ses illustrations. Voilà pour moi l'essentiel. Troisièmement, la laïcité, donc je viens de dire, c'est la liberté, d'accord ? Mais la laïcité, c'est l'égalité, parce qu'en réalité, le principe de l'État, c'est de dire ça ne me regarde pas. Vos opinions, c'est perso, ça ne me regarde pas. Moi, je suis indifférent dans le sens, je ne fais pas de différence entre les gens selon leur religion, mais aussi d'ailleurs selon leur origine, selon leur nom, selon leur adresse, selon qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, selon qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, ou selon qu'il dit appartenir à telle ou telle association, qu'elle soit spirituelle ou autre. L'État ne s'en occupe pas, il considère que ce sont des individus qui sont des citoyens, et les droits des citoyens sont basés sur l'individu et pas sur des appartenances communautaires. C'est ça que dit la laïcité. Et là aussi, je vais renvoyer à 1789. Il y a eu un choix révolutionnaire, ce qui n'est pas étonnant, en 1789, qui a complètement fait rupture, et ce qui explique le cas particulier de la France, même si la laïcité, en réalité, dans d'autres pays, sous d'autres termes, il y a à peu près l'équivalent. En 1789, on discutait de donner ou non la citoyenneté française aux Juifs vivant en France, beaucoup vers Bordeaux et d'autres dans l'Est. Enfin, c'était quelques dizaines de milliers. Et les discussions n'étaient pas si évidentes, c'est-à-dire que ça discutait. Et il y a, alors je crois que c'est Stanislas, oui, c'est lui, parce que les Clermont-Tonnerre, il y en a toute une lignée, mais c'est Stanislas de Clermont-Tonnerre qui monte au lutrin, et qui dit « Aucun droit pour les Juifs en tant que nation, tous les droits pour les Juifs en tant qu'individus. » Et il pose le principe qui est maintenant le nôtre, celui de la France depuis 2 siècles et demi. Les droits sont liés à l'individu, il n'y a pas de droit particulier lié à une communauté. Sauf peut-être, vous parliez du Concordat tout à l'heure, sauf peut-être en Alsace. Alors, et voilà. dans certains dom-toms. Voilà, alors là, l'Alsace-Moselle, c'est tout bête. Hein. Quand la loi de 1905 a été promulguée, l'Alsace-Moselle n'était pas française, c'était allemand. Et alors, c'est notamment le droit allemand, enfin qui est pas qu'un droit d'ailleurs sur ces questions-là. Il y a aussi un droit autour de la sécurité sociale, enfin tout ça. Vous savez qu'il y a plein de choses comme ça en réalité. Et effectivement, théoriquement, le Conseil constitutionnel d'ailleurs avait tranché sur la question. Il était énorme. Il a toujours dit que c'était un héritage de l'histoire,
qui devait être corrigé aussi vite que possible. Je sais pas quelle était l'expression exacte. Et puis, ça a perduré. Alors, c'est intéressant parce qu'on a toujours dit que les Alsaciens et on dit les Mosellans, c'est ça? On étaient tous absolument, voulaient tous garder le Concordat. Il y a eu un sondage il y a 2-3 ans qui dit absolument le contraire, y compris en Alsace où il y a une majorité, petite majorité, mais une majorité quand même, qui sont prêts, qui souhaitent quitter le Concordat. Et la raison pour laquelle certains y tiennent, c'est parce que justement il y a une confusion avec d'autres droits. En réalité, notamment, je crois que la sécurité sociale est plus généreuse. Enfin, je sais plus exactement, mais il y a des choses comme ça. Il y a aussi dans l'organisation, dans les municipalités. Enfin, il y a des choses comme ça. Et donc, ils auraient dû revenir au régime de la laïcité, parce que le Concordat, c'est quand même à peu près le contraire. C'est le contraire de ce que je viens de vous dire. Je viens de dire que l'État ne se mêlait pas du tout de vos choix spirituels, que les églises s'organisaient elles-mêmes. Et le Concordat, c'est le principe contraire. C'est que l'État s'en mêle. Hein. Et donc là, il y a évidemment une sorte de contradiction qui est difficile à justifier. Il n'y a pas d'ailleurs que l'Alsace et la Moselle, il y a aussi dans certains territoires des régimes hérités qui sont pas... Tout le problème, c'est comment changer. Alors, parfois, ça bouge un petit peu à la marge, et je vais peut-être vous surprendre. En Alsace-Moselle, ça, moi je le savais pas, j'ai découvert ça justement à cette occasion-là. On a abrogé le blasphème. Vous savez quand? En 2017. C'est-à-dire que jusqu'en 2017, il y avait le blasphème en Alsace-Moselle. Enfin, ça apparaît absolument incroyable pour nous qui ne vivons pas en Alsace-Moselle. J'en reviens sur les manipulations. Que pensez-vous, alors sans rentrer dans les détails, mais nous avons élu des députés il y a pas longtemps. Que pensez-vous du débat politique aujourd'hui autour de la laïcité, qui est bien différent parfois de ce qui se passe sur le terrain, des villes, des quartiers, j'allais dire des bandes de jeunes ou d'anciens dans les bistrots? Alors, sur le plan politique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a une grosse manipulation autour de la cité, et on a vu des ennemis de la République, je rappelle, qui disaient la République c'est de gueuse, qui d'un seul coup, pas tout à fait d'un seul coup d'ailleurs, mais coïncidence, sont devenus les plus grands défenseurs de la laïcité qu'ils arborent comme ça, comme un totem. Et en réalité, ce dont ils parlent, c'est justement pas la laïcité, c'est le contraire. Puisque, on l'a dit tout à l'heure, la laïcité étant la liberté d'opinion et de croyance ou de non-croyance de chacun, et que l'État ne se mêle pas de ça. Eh bien, en fait, ce que disent tous ces gens-là, c'est qu'ils veulent s'en mêler et ils veulent en réalité interdire. Ils veulent interdire, mais c'est intéressant. Ils disent qu'ils veulent interdire, par exemple, les signes religieux. Mais en fait, pas tout à fait. Certains signes, pas les autres. Et j'ai dit tout à l'heure, égalité, indifférenciation. Et donc, en réalité, c'est tout le contraire de ce qu'ils veulent, c'est pas de laïcité, en réalité. Il y a d'ailleurs un petit parti qui est né il y a quelques années avec un polémiste, un ancien polémiste qui fait de la politique. Eux, à la limite, ils sont très clairs. Eux, ils disent, nous, on est contre la laïcité. Ils le disent clairement. Nous sommes contre parce que la laïcité, c'est l'égalité. Alors, ils disent des religions. Or, nous, on pense pas qu'il y a égalité. Il y en a une qui est mieux que l'autre. Hein. Et donc, ils assument. Il y a une préférence religieuse. Et vous voyez laquelle, bien sûr. Et donc, c'est tout le contraire de la laïcité, mais au moins, ils l'ont compris. D'autres, au contraire, veulent faire la différence, veulent créer de la préférence, veulent en réalité interdire l'islam, faut être très clair, au nom de la laïcité. Or, justement, c'est l'inverse, puisque la laïcité, elle n'interdit pas un culte, quel qu'il soit, sauf s'il y a, vous savez, trouble à l'ordre public, mais ça, c'est le cas de toute liberté. Et puis, oui, j'en ai oublié d'autres parce que
j'ai entendu malheureusement, il se trouve que j'ai eu l'occasion de discuter de ce sujet qui m'est cher avec des parlementaires il y a quelque temps. Pourtant, les parlementaires, c'est eux quand même qui devraient très bien connaître ça, et j'ai bien senti que c'était pas tout à fait au point. Donc si les parlementaires qui votent les lois, et notamment la loi, vous savez, séparatisme, qui a été votée il y a, je crois, 2 ans, ne savent pas sur quoi ils votent et qu'ils connaissent pas les données fondamentales, en réalité, fondatrices même, de la République française, là, effectivement, ça devient compliqué. C'est un peu à désespérer. Mais bon, rien n'est perdu, hein. Peut-être qu'on peut faire une formation au RS. Peut-être que c'est avec eux qu'il faudrait commencer, d'ailleurs, à les former, les députés et les sénateurs et ça c'est important, et leurs conseillers, leurs assistants, parce que chez les assistants qui sont plutôt jeunes, il y a pas mal de lacunes. Ils sont charmants, de surcroît, mais ils connaissent mal toutes ces choses. La laïcité reste vivante ou est en train de mourir? Alors pour moi, je pense que c'est un concept, mais alors le plus contemporain possible, et c'est même plus actuel aujourd'hui qu'hier. Parce que justement, parce qu'on est confronté à cette question-là. On est confronté à la question du rapport de l'État aux religions. On est confronté à la question de l'école sanctuaire, donc hors opinion. Là, c'est une réalité, c'est-à-dire que il y a un sujet clair qui se pose maintenant. Donc, c'est l'occasion de réaffirmer encore plus fort, haut et fort, et expliquer ce qu'est la laïcité. Mais nous ne pouvons pas le faire, et c'est ça qui est terrible d'une certaine manière. Utilisons, en revanche, liberté de conscience. Utilisons la religion, c'est votre affaire, c'est votre droit et c'est perso. Utilisons peut-être d'associer des expressions pour redonner une charge positive au terme laïcité. Moi, je réfléchissais en venant ce qu'on pourrait peut-être faire. Par exemple, un peu le travail, justement, qui est fait là avec le travail de Jean Cry, mais aussi d'autres. Dire la laïcité, c'est, puis avoir plusieurs phrases très courtes et qui rechargent positivement. Je sais pas si je m'explique bien. La laïcité, c'est la liberté. Et on explique, si les gens vont dire, non, c'est le contraire. C'est contre la liberté, c'est liberticide même. C'est incroyable à quoi on est arrivé. Et donner des exemples. La laïcité, c'est le droit de croire si je veux, ou de pas croire, etc. Des phrases comme ça qui pourraient en fait rencontrer l'adhésion. Et j'ai oublié un point tout à l'heure, parce que j'ai commencé mon développement puis je l'ai pas continué, c'était la laïcité, c'est également la fraternité. Et il y a une charge là affective, parce que la fraternité, ça ne se décrète pas. L'égalité, on peut la mettre dans une loi, la fraternité, ça n'est pas possible. Donc il y a un vrai sujet. La laïcité, c'est la fraternité, dans le sens où chacun est égal de l'autre et tous sont frères. Et c'est ce qu'il faut dire, puisqu'elle ne fait pas, le concept, c'est ça ne fait pas de différence. Nous sommes tous semblables face à la loi et face à l'État et ses institutions. C'est le contraire du communautarisme. C'est absolument le contraire, et c'est là où on a aussi une lutte, notamment face à d'autres modèles qui sont communautaristes. Alors ça commence par multiculturaliste et puis communautariste. En ce moment, je trouve que je discute avec des Canadiens et des Québécois, où là, vous savez que le Canada s'est déclaré multiculturel. Ils ont mis en place des quotas, et les quotas, comment ils font? Ils se basent sur des communautés. Il y a une communauté comme ci, une communauté comme ça, puis on croise les hommes ceci, les femmes comme ça, puis si vous croisez tous les critères, ça fait plein de petits groupes, donc ça fait plein de communautés. Et là, quand vous faites une équipe, il faut qu'il y ait X% d'un tel, X% d'un autre, etc. Ce qui pose des tas de difficultés, notamment par exemple chez les universitaires à qui j'en ai parlé, puisque ils doivent composer leur équipe avec ça, mais sauf que normalement ils recrutent sur des compétences, vous voyez, pas sur
pas sur des critères de couleur de peau, de religion, de taille, de sexe, etc. Voilà, c'est bon. Et donc c'est un vrai problème. D'ailleurs, les Québécois sont tout à fait, enfin certains Québécois sont tout à fait conscients, ce qui est pas non plus anodin. Hein, voilà. Mais aussi, en ce moment, j'ai une demande de discussion qui vient d'Amérique latine. On ne sait pas assez, mais en Amérique latine, il y a vraiment un mouvement que je vais appeler laïque, justement pour sortir de l'emprise des religions qui est assez présente dans beaucoup de pays. C'est souvent l'Église catholique, mais pas tout le temps, hein, c'est souvent ça. Et enfin, en Europe, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a une emprise de la religion dans le quotidien. Alors, encore une fois, ceux qui veulent, très bien, mais ceux qui veulent pas, c'est ça le problème. Et moi, il y a un pays que je connais bien, qui est la Roumanie, parce que j'ai de la famille là-bas. L'emprise, elle est prégnante, quoi. On la sent absolument partout. Et puis mon filleul qui est là-bas, il me demande toujours 10 fois, il m'a demandé, mais il me dit que je comprends pas dans quelle église tu es inscrit. Parce que en fait, quand tu es né, on t'a inscrit où? Parce que c'est là-bas, et que la sécularisation n'a pas été totale. Elle n'a pas été faite. Et donc, vous savez qu'avant, chez nous, c'était l'église qui avait les registres, naissance, que vous ne pouviez pas être enterré si vous passez pas par l'église, etc., etc. Donc, c'est de ça que nous a libérés, émancipés la Révolution française et les lois qui ont suivi un peu plus tard, malgré l'épisode napoléonien et d'autres. On va peut-être, parce qu'il nous reste 15 minutes, on va peut-être passer à cette création de messages nouveaux. Comment parler de la laïcité sans prononcer le mot? Enfin, du moins tout de suite. Eh bien, moi je pense, ça je l'ai pu l'expérimenter parce que j'ai testé avec des publics, notamment des publics jeunes, et clairement, liberté de conscience, ça sonne complètement différemment. Hein. Et les évocations de liberté de conscience sont à 90%, 95% positives. Il y a une charge positive. Je reviens à mes termes un peu sémiaux. Et puis expliquer aussi que quand je dis la religion, mes croyances, le fait de croire, c'est perso, là aussi, ça a une charge positive, pas pour tout le monde d'ailleurs. Il y en a qui disent non, c'est pas perso, il faut imposer à tout le monde. Cela, c'est clair que on ne va pas être d'accord. Vous voyez, mais il y en a, mais c'est quand même très minoritaire en France, surtout dans un pays qui est, alors là c'est vrai, le pays le plus non croyant du monde, hein, puisqu'on est depuis quelques années d'ailleurs, il y a une majorité absolue de non croyants, comme quoi, oui, c'est par rapport à ce qu'on entend, c'est pas tout à fait la même chose. En revanche, ce qui est en train de changer, c'est, vous savez, le rapport à la tolérance religieuse, et à la liberté comme ça, c'est ça qui change. Et j'ai eu ça avec mes étudiants dans une école à Paris assez connue, qui parle de tolérance religieuse en permanence. Et moi, je leur dis non, liberté de conscience, hein, ce qui est pas la même chose. Il y a la tolérance religieuse dans la liberté de conscience, mais la liberté de conscience n'est pas que la tolérance religieuse ou interconvictionnelle. Évidemment, inventer, réfléchir à des termes qui parlent comme ça, qui sont d'un seul coup qui sont compris et qui évoquent des choses positives, comme on vient de dire, hein, la religion, c'est perso, ou la croyance, c'est mon droit, ou ça me regarde, j'ai même écrit ça. Ça me regarde, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Écrire liberté, égalité, fraternité. Et peut-être décliner. La laïcité, c'est la liberté. Puis, la page suivante, la laïcité, c'est l'égalité. Puis après, bref, recharger positivement, hein, déconstruire les visions négatives sur la laïcité, justement, puisqu'on sait très bien que pour des jeunes, par exemple, pour pas mal de jeunes, c'est considéré comme liberticide. Hein, dans les enquêtes récentes des dernières années, beaucoup mettent en cause la laïcité, mettent en cause l'interdiction de signes ostensibles à l'école, et ils confondent, en fait, il y a une confusion évidemment
liberté de conscience et liberté et tolérance interreligieuse, interconvictionnelle, etc., etc. Voilà. Alors, la méthode pour la déconstruction, puis peut-être que je m'arrêterai là, enfin, ça fait, pour répondre aux questions. Je sais pas si vous connaissez Francis Wolff, qui a écrit sur l'universalisme. Moi, je trouve lui, c'est le spécialiste de la déconstruction, enfin, de l'argument, hein, on appelle ça le raisonnement argumentatif, hein, c'est-à-dire que il part, justement, de ce que les autres pensent ou disent, et il argumente pour déconstruire, pour expliquer, alors, si vous dites ça, c'est pas logique par rapport à ça, etc., etc. Plutôt que de faire comme si on ignorait ce que l'autre pense. Pas du tout. Il faut prendre en compte ce que l'autre a en tête, dans sa tête, quand vous lui parlez de laïcité. Si vous comprenez ce qu'il a en tête, alors vous pouvez argumenter pour essayer de faire changer sa position, etc. Et ça marche, y compris avec des collégiens. Alors moi, je sais pas le faire, ça, et je l'ai jamais fait vraiment. Je l'ai fait avec des élèves, avec des étudiants qui sont déjà dans le cycle supérieur. Mais je connais quelqu'un qui en Alsace fait ça, avec un groupe, hein, et ils font ça, je crois, sur 3000 élèves par an. C'est quand même, alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, hein, évidemment, il y a 12 millions d'élèves en France, mais 3000 élèves par an, et avec des résultats. C'est-à-dire que, effectivement, les élèves viennent avec des idées préconçues et évoluent sur la question de la laïcité à la suite de ces interventions. Donc c'est faisable. Mais il faut un vocabulaire, mais il faut prendre en compte ce que pense l'autre, mais il faut ramener une charge positive, etc., etc. Il faut expliquer le concept peut-être avant de dire le mot lui-même. Et c'est à la fin qu'on dit, en fait, vous savez, tout ça, c'est la laïcité. En réalité, c'est ça la laïcité. Tout ce qu'on vous a raconté avant, ce sont des bobards. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas que, mais je suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça en réalité. Si on a en face de soi des personnes qui sont prêtes à vouloir écouter. Liberté de conscience, fraternité, ça me regarde. La religion, c'est perso. Et puis les 3 valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Oui, en gros, c'est ça, mais on pourrait inventer, il faudrait réfléchir à, encore une fois, des phrases comme ça qui viendraient expliquer, compléter, mais positivement, c'est-à-dire qu'elles rencontrent un écho positif. Les univers d'évocation dont je parlais tout à l'heure, donc, je suis parti de bouteille d'eau et je suis arrivé à la laïcité, c'est parce que la question est toujours les univers d'évocation et que vous croyez dire quelque chose avec un mot et que la personne entend autre chose. Et donc, il n'y a pas de dialogue possible si les mots qu'on utilise n'ont pas le même sens, voire même le sens contraire pour l'un des interlocuteurs. Ça ne marche pas. On ne peut parler, on ne peut s'écouter, on ne peut se comprendre que si les mots ont un signifié identique pour l'un et pour l'autre. Donc, si le problème est avec la laïcité que le signifié n'est pas le même, il faut s'arrêter. Il faut faire l'inverse. Il faut aller chercher ce qu'on veut dire derrière tout ça. On veut parler de liberté, on veut parler d'égalité, on veut parler de fraternité. Et c'est qu'après seulement qu'on dit, en fait, le terme, c'est laïcité. D'ailleurs, à l'étranger, c'est ce qu'on fait. Le mot laïcité, d'abord, il n'existe pas. Où il a été traduit, c'est très intéressant. En anglais, il est traduit la plupart du temps. Je me souviens d'un interprète, je l'avais arrêté parce que il traduisait par sécularisme, c'est-à-dire sécularisation, ce qui est pas tout à fait la même chose quand même. Mais il n'avait pas d'autres termes. Donc je l'avais arrêté, j'ai dit dites laïcité pendant le premier temps, ou laïcité, ça me va bien. Ce qui compte, c'est ce que ça veut dire. Eh bien, on n'utilise pas en réalité le terme ou très peu à l'étranger, parce que comme il n'est pas compris, on est bien obligé de parler de ce qu'il contient. Eh bien, c'est ce que je propose. Parlons de ce que contient le terme avant d'utiliser le terme, parce que finalement, c'est ça qui est essentiel. C'est pas le terme, c'est pas le principe lui-même, c'est qu'est-ce qu'il veut dire concrètement pour les gens. Je reviens sur une phrase là qui me turlupine un peu. Ça me regarde.
Ça me regarde, mais il y a plein de religions qui refusent qu'on jette un œil sur leurs pratiques, sur l'interprétation des textes sacrés, etc. Un des principes, que ça soit l'islam ou le catholicisme, c'est quand même le respect du texte. Ça me regarde. Ça veut dire qu'on va discuter le texte. Non, enfin pas nous. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut dans son église, mais pas dans l'espace de l'État. Hein. Et là aussi, on pourrait développer, mais il y a 3 espaces en réalité. Il y a l'espace privé, il y a l'espace public, la rue, et il y a un autre espace qui est l'espace des institutions de l'État, comme l'école par exemple. Encore une fois, même si je pense, ou si quelqu'un pense, Alain, vous pensez que telle ou telle religion, les textes sont vraiment pas bien, ou on préconise des choses pas bien, ils ont le droit, à partir du moment où il n'y a pas trouble à l'ordre public. Donc, oui, on n'est pas d'accord, mais ils ont le droit, parce que nous sommes pour la liberté d'opinion, donc aussi la liberté. Si ce sont des opinions, donc les opinions, on a le droit de penser à ce qu'on veut, à part, vous savez, en France, une particularité, une exception, c'est tout ce qui concerne, j'ai vu les tweets tout à l'heure, le racisme et l'antisémitisme, la loi de 1972 qui dit que ça ne c'est plus une opinion, mais c'est un délit. À part ça, contrairement aux États-Unis, je signale, à part ça, effectivement, même si je pense que tout ça, c'est pas très positif, je l'accepte parce que je suis dans un État non pas athée, mais dans un État laïque. Oui, pour préciser, donc l'annonce de cette émission a provoqué quelques remous sur les réseaux, et donc j'en ai fait part tout à l'heure à Philippe. C'est vrai que tout était mélangé, c'est vrai que les intervenants ne connaissaient pas véritablement la notion de laïcité, mais ça c'est quelque chose de très courant. On se retrouve avec des gamins de quelques années qui disent bah oui, nous sommes dans un pays catholique puisqu'il y a des sapins sur les murs à Noël. Et puis il y a des anciens qui disent oui non mais non la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République. Oui, ce que vous dites me fait penser à quelque chose que d'abord non, la loi de la République est en France, la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu, mais ce à quoi on doit tous faire attention. J'ai dit tout à l'heure, vous savez, égalité, indifférenciation. Il ne faut pas faire de discrimination parce que là on donne raison à tous ceux qui disent que bah oui en fait la laïcité c'est quand même ça pointe certains plus que d'autres, donc ça communautarise en réalité, donc on voit bien qu'on marche sur la tête et il faut surtout pas, les principes ne doivent pas être à géométrie variable, c'est le même traitement, les mêmes règles pour tous, quels que soient justement les choix spirituels que l'on fait, qui sont encore une fois pas des appartenances communautaires, mais des associations, je dirais. On a le droit de s'associer et on a le droit d'ailleurs de se désassocier, c'est-à-dire que j'ai le droit de m'inscrire dans une église et de la quitter le lendemain. La loi française le prévoit, et pas seulement la loi française d'ailleurs, les textes européens aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion générale de toute cette intervention ? Moi, j'ai si pas vous de... deviez résumer. Si je devais résumer, je dirais face à l'incompréhension autour du terme laïcité, expliquer ce qu'elle contient, ce qu'elle propose. Et ce qu'elle propose, c'est la liberté de conscience. C'est le droit de croire ou de pas croire et que personne n'a le droit de s'en mêler et surtout pas l'État. C'est l'égalité et c'est la fraternité. Parlons laïcité. RERS, Évry Centre Essonne propose une formation Valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation Valeurs de la République et laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation Valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair
avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 01 69 36 25 14. 01 69 36 25 14. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Merci beaucoup Philippe pour cette première approche. Et puis maintenant, on a déjà Jean-Cry qui s'impatiente. Alors, il veut nous poser déjà une première question peut-être ? Alors, j'étais pas sur une question, j'étais plus sur les premiers dessins, puisqu'en termes de timing, on est un peu là-dessus. La question, c'était comment communiquer sur la laïcité, puisque c'est le sujet. Et donc là, je dessine donc deux personnes qui discutent. Je ferai passer le dessin. Il y en a une qui dit, pour reprendre ce que disait Philippe, face aux manipulations sur le mot laïcité, on ne dit pas le mot, mais ce que cela permet. Et il y a l'autre qui répond, et pour les cons, faut pas leur dire. Voilà. C'est un peu trivial, mais bon, en même temps, on peut s'inquiéter des fois sur ce genre de choses. Et puis après, souvent, ce qu'on voit dans la communication, c'est la laïcité, c'est des fois très dogmatique. Hein, c'est article 1, papa, article 2, etc. Et donc là, on est dans un cours où effectivement, comment communiquer sur la laïcité. Et donc là, il y a le prof qui dit bon, on va commencer. Hein, maintenant, la laïcité, article 1, puis il commence à tout réciter. Donc, bien sûr, les élèves, ils dorment un peu. Hein. Et il y a un élève qui se penche vers l'autre et qui lui dit concrètement. Et l'autre, lui dit demande-lui. Alors, comme la parole va circuler, à qui veut poser d'autres questions ? Alors, moi, je voulais savoir pourquoi, en fait, ne pas mettre en place directement à l'école, dès la primaire, dans le programme scolaire, un enseignement civique en incluant la laïcité sans spécialement la nommer. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de le faire dès la primaire ? Oui, merci pour la question. Alors là, je suis pas un spécialiste, je sais pas quand commence l'instruction civique, est-ce que c'est au collège, j'en sais rien. Mais effectivement, je crois que il faut réfléchir à une pédagogie de la laïcité. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que faut prendre le public là où il est et en fonction de qui il est, ce qu'il peut comprendre et ce qu'il pense ou les idées reçues qu'il peut avoir. Et puis il faut mettre en place une pédagogie comme on fait pour tout. C'est-à-dire que faut pas asséner effectivement la loi de 1905 qui n'a pas que 2 articles, qu'on a plus d'une quarantaine, et puis lire les articles. Si vous dites ça va pas fonctionner. Et puis surtout, effectivement, comme le dessin de Jean-Cry nous y invite, c'est ok, concrètement. Moi, qu'est-ce que ça fait dans ma vie, en quoi ça m'affecte ou quelle implication ça a pour moi, pour mon entourage, etc. Donc oui, pour répondre à la question, oui, ce serait bien le plus tôt possible parce que il faut le faire tôt, le plus tôt possible, expliquer ou faire vivre ou la question de la laïcité. La chose la plus compliquée à expliquer aux collégiens, c'est l'interdiction des signes religieux à l'école, qui date de 2004. Après la commission Stasi, je voudrais juste rappeler que la commission Stasi, qui a beaucoup auditionné, qui a fait un énorme travail, selon les participants, elle a basculé en une nuit. C'est-à-dire que il s'était partagé entre faut interdire, faut pas interdire. Et un soir, ils ont reçu 3 jeunes filles musulmanes qui ont demandé à parler en huis clos déjà. Et puis elles l'ont fait et elles ont demandé l'interdiction du voile à l'école en disant si ce n'est pas interdit, nous serons obligés de le porter. Alors il y a d'autres, on pourrait développer, mais et ça fait basculer un certain nombre des participants vers effectivement plutôt l'interdiction. Mais l'interdiction du voile à l'école ou des signes, vous voyez, j'ai fait la même erreur, des signes ostensibles, parce que justement, c'est pas le voile, ce sont les signes ostensibles. Les croix aussi doivent ne pas être là, ou doivent être cachées ou visibles, ça, on s'en moque. Et il faut qu'il y ait une discipline de la part des agents de l'État pour faire appliquer, pour pas qu'il y ait de suspicion même, de suspicion de discrimination. Et là, les élèves, ils sont très sensibles à ça. Et c'est bien d'ailleurs, moi je trouve formidable qu'ils soient sensibles aux discriminations. Je ne veux pas leur reprocher de ne pas être pour
l'égalité de traitement de tout le monde et la fraternité. Au contraire, c'est ce qu'on veut. Mais il faut expliquer que justement, on sanctuarise. L'école, c'est une exception, c'est sanctuarisé. Mais la rue, ça n'est pas une exception. Dans la rue, vous pouvez exprimer toutes vos opinions, y compris politiques. À l'école, non plus, vous ne pouvez pas exprimer vos opinions politiques. Oui, donc en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, moi je fais partie donc du groupe Laïcité depuis 2018. En dehors des fondamentaux, on sait qu'il y a 4 pays au monde qui l'appliquent. Donc la France, la Turquie, le Mexique et le Portugal. Donc j'étais amenée parce qu'on a eu beaucoup de débats par rapport à ça. On a eu beaucoup d'intervenants, que ce soit une enseignante belge. Voilà, je trouve que les témoignages sont toujours les témoignages sont importants, les expériences de vie également. Mais j'avoue que par moments, bon, je connais donc la loi Stasi de 2004 et au départ le foulard de Creil en 89 qui a défrayé la chronique. Donc on a eu là effectivement la commission Stasi de 2004. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a quand même beaucoup d'enseignants qui sont menacés au nom de la religion. Quand on a des élèves qui mettent la charia au-dessus des lois de la République, ça interroge. Donc quand vous parlez de l'État, moi je voudrais savoir l'État en tant qu'entité, parce que l'État ça veut tout dire et ne rien dire. La fin de votre question sur l'État, quand je dis État, je pense évidemment à la fois ses lois et ses institutions. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que, par exemple, l'État qui se déclare neutre, ce qui est logique par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vis-à-vis des religions ou même des opinions politiques. D'ailleurs, il faut jamais oublier ça. Les opinions, y compris politiques et philosophiques, eh bien, ça veut dire que tous les agents ne doivent exprimer aucune opinion politique, philosophique, religieuse. Pas seulement religieuse, politique, philosophique, religieuse. Ils doivent être neutres, les agents. Ça ne dit pas que le public qui vient au guichet de la sécurité sociale, lui, là-bas, on lui demande pas la neutralité. Mais effectivement, il y a des menaces. Et pourquoi ? C'est communautariste. C'est communautaire. C'est-à-dire qu'il y a, en France, effectivement, une partie... il y a des mouvements, alors, je ne sais pas comment les appeler, musulmans, islamiques, je ne sais pas comment il faut les appeler exactement, parce que tous ces termes ont des nuances, islamistes aussi, vous voyez, tout ça, c'est pas la même chose. Chaque mot, de toute façon, n'est jamais l'équivalent de l'autre. Et donc, qui, clairement, sont contre la laïcité, parce que, justement, elle émancipe et qu'elle ne veut pas d'interférence du religieux dans la vie quotidienne et dans l'État. Et encore une fois, la laïcité, elle n'est pas contre la religion, elle est contre l'intrusion de la religion dans le temporel. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Quant aux autres pays, alors notamment là, je vous parlais tout à l'heure des pays d'Amérique. Alors là, c'est l'Équateur, par exemple. Il y a un gros mouvement en Équateur de gens qui veulent... c'est un sujet là-bas. Pour la même raison, c'est parce qu'il y a une emprise religieuse. Et il y a donc des mouvements qui sont plutôt croissants et qui s'intéressent officiellement à la laïcité à la française, qu'elle s'appelle encore une fois laïcité ou pas, c'est pas tellement le problème. Et au Québec et en Belgique évidemment, parce qu'en Belgique on voit bien le problème qui se pose. Il y a quand même plusieurs pays qui cherchent des solutions face au communautarisme. Mais nous aussi, ici en France, on n'a pas trouvé la solution face au communautarisme. On a beau avoir nos lois laïques, il y a du communautarisme, et il y en a dans plein de pays en réalité. J'avais aussi une question, parce qu'à un moment donné, vous avez fait allusion à un parti politique qui a été créé par un polémiste, et je rejoins ce que vous avez dit. Mais à contrario, ça m'a fait penser à certaines communes qui sont dirigées par des maires élevés et qui ont refusé, par exemple, de faire des décorations de Noël sous prétexte que ce ne serait pas inclusif et que ce serait contraire à la laïcité. C'était des arguments avancés. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Et pareil pour les dessins qui ont été faits pour les JO qui représentaient Paris sur une carte et où on a enlevé la croix sur les invalides. J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Alors, je ne sais pas si ma réponse va vous convenir, ou en partie et pas à tout. C'est possible. Alors déjà, le mot inclusif, je l'ai pas utilisé du tout, mais c'est très important que vous l'ayez utilisé parce qu'en réalité, la laïcité est inclusive, contrairement à ce qu'ont justement disent ses ennemis. Elle n'exclut pas, elle inclut. Elle inclut
tout le monde. Elle ne fait pas de différence. C'est pour ça que j'utilise le mot de fraternité également, tout à l'heure. Alors, les mères élevées, les sapins de Noël, je sais pas quoi dire à ça, parce que le sapin de Noël n'est pas un signe religieux. Déjà, c'est une confusion totale. Enfin, moi, je voudrais que les gens, ils se renseignent un peu quand même avant. Ça serait bien. Ça éviterait quand même un certain nombre de bêtises. C'est de la bêtise. Le sapin de Noël, c'est pas. Vous savez, il y a plein d'héritages païens. L'Église catholique a essayé de lutter contre, puis elle a même fait changer. Vous savez, l'histoire de Saint Nicolas, les dates, tout ça. Il a fallu s'adapter. En Asie, c'est pareil. Le bouddhisme en Thaïlande, par exemple, il s'est adapté à des croyances des gens. Ils ont essayé de lutter contre. Rien à faire, mais ils les ont intégrés dans leur corpus. C'est assez amusant. Donc non, il faut pas confondre la messe de minuit, la crèche avec le petit Jésus, qui effectivement ne doit pas être dans une mairie ni dans une école, parce que neutralité de l'État. Hein, faut pas faire de la différence, sinon on est mort. Si on fait, c'est vrai on est égaux, mais plus les uns que les autres, ça marche pas. Hein. Et donc le sapin de Noël, voilà. Après ils peuvent dire c'est parce que faut pas couper les arbres parce que les arbres font de l'oxygène, j'en sais rien, ça c'est autre chose. Je préférerais à la limite cet argument-là, hein, mais je sais pas très bien suivi ça, mais j'ai trouvé ça tellement manque de réflexion, on va dire ça comme ça. Alors sur les JO, j'ai entendu la polémique. Je vous avoue que c'est honteux ce que je veux dire, mais j'ai à peine vu l'affiche, parce que ça m'intéressait pas trop à l'époque de voir cette affiche. Mais je comprends quand même un peu. Je sais pas si vous savez que il y a une affiche électorale de 1981 de François Mitterrand qui montre. Je trouve que je viens de Château-Chinon, moi, donc c'était mon maire, François Mitterrand, et il montre un village de la région. Très belle affiche. Hein. Voilà une construction sémiotique incroyable, parce que tout a été pensé, tous les signes ont été pensés. Et vous savez le slogan « La force tranquille » qui est une trouvaille géniale. Hein. Et donc on montre la ruralité, la France profonde, la France, vous voyez, de nos campagnes et de nos villages. Et il y a une église au fond, mais en vrai l'église elle a une croix aussi, mais sur l'affiche elle n'y est pas. Et la volonté était claire, c'est que si elle y avait été, on aurait dit que finalement l'affiche faisait du prosélytisme pour le catholicisme. Donc l'église, c'est subtil, mais l'église, ça fait partie du patrimoine historique, culturel. Le bâtiment, d'ailleurs, c'est la mairie qui s'en occupe, c'est pas l'église catholique, vous savez, hein, au moins celle qui datait avant 1905. Mais la croix, c'est un signe religieux. Donc d'une certaine manière, je sais pas ce qu'ont fait les affiches, ce qu'ils voulaient faire, mais peut-être que c'était l'intention de gommer, de pas dire que la France était uniquement catholique, j'en sais rien. Ou alors il a fallu remettre une mosquée, une synagogue, enfin j'en sais rien. Honnêtement, mais il faudrait que je regarde cette affiche. Ça me rend curieux ce que vous me dites là. Mais j'ai entendu la polémique. Puis après, moi je regarde qui développe les polémiques. Et là, évidemment, ça sent pas toujours très bon. C'est ça un peu le problème, c'est que les débats sont pollués parce que il y a de l'instrumentalisation et des interprétations. Il y a des procès d'intention et des interprétations. Question suivante. Merci. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus le sentiment que la laïcité est ramenée à sa forme la plus contraignante, comme si elle était forcément l'ennemi des religions. Et il y a une sorte de clivage qui s'est formé, qui est peut-être beaucoup plus marqué qu'à une certaine époque. Est-ce que les religions dans leurs organisations n'ont pas aussi une part de responsabilité sur la défense de la laïcité qui serait inclusive, protectrice aussi, par rapport à leur propre religion, par rapport à leurs fidèles, à leurs croyants? Ou est-ce que aussi l'État a une part de responsabilité qui est peut-être pas complètement assumée de ce côté-là, en incluant
pas assez les religions en se disant bah non, la laïcité c'est pas leur affaire. Ça serait antinomique de les associer à une réflexion, à une démarche qui consisterait à en faire un objet dont chacun se sentirait concerné. Donc voilà, je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Merci. Bon, encore une fois, c'est un avis. Je prétends pas avoir la réponse à tout, mais oui, c'est vrai que justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est présenté de la laïcité, c'est une forme assez contraignante, alors que je disais tout à l'heure, c'est au contraire, c'est la liberté, c'est l'égalité, la fraternité, donc c'est positif, et on voit une charge négative, parce qu'on a l'impression que c'est une série d'interdictions. Et la responsabilité des religions, en fait, est extrêmement importante. On se retrouve un peu dans la situation justement d'avant 1905. Pourquoi il y a eu la loi de 1905 ? C'est parce qu'il fallait mettre un terme à une pression à l'époque de l'Église catholique, particulièrement en France. Et donc, il y avait la question de l'enseignement. Vous savez, on a enlevé les enfants des écoles. Eh bien, les églises, elles n'aiment pas ça. Alors, on a dit que finalement, elles s'étaient accommodées de la laïcité. Non, pas vraiment. Et pas encore aujourd'hui. Et se sont accommodées des accommodements à la laïcité. Elles se sont accommodées parce qu'on a redonné la possibilité à un culte d'encadrer l'enseignement à des enfants. Et on a même fini par leur donner l'argent pour le faire en 1959. Alors donc elle s'accommode très bien de ça. Puis elle voudrait d'ailleurs un peu plus. Je signale qu'en 2022, pendant la campagne présidentielle, l'Église catholique a envoyé un document très bien fait, je vous invite à le lire, qui s'appelle pour chaque enfant le même droit, enfin les mêmes montants, ça voulait dire le même argent pour l'école, c'est-à-dire qu'ils réclamaient encore plus de sous. Et puis vous avez entendu les polémiques récentes sur l'école, l'établissement scolaire de Pau, le lycée à Paris, le lycée Stanislas. En réalité, quand on fait le tour, on s'aperçoit quand même qu'il y a un dévoiement de la laïcité dans pas tous, mais dans un certain nombre de ces établissements. Et puis il y a effectivement l'arrivée en France de gens qui viennent de différents pays, de cultures et de religions musulmanes. Et c'est évidemment pas eux qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est quelque chose qui se passe dans le monde, qui se passe pas en France, qui est un mouvement politique, je pourrais dire, religieux-politique ou politico-religieux, qui veut imposer la loi, une vision rigide de l'islam, et ils le font plutôt avec succès, surtout en dehors de la France, et dans les pays, les premières victimes sont dans les pays musulmans. Au Liban, par exemple, les femmes ne portaient pas de voile, et maintenant, je sais pas que toutes le font, mais elles font. On pourrait citer plein d'exemples. Et il y a avec un certain succès, ces mouvements, maintenant, on dit, maintenant, là où les musulmans sont minoritaires, donc pas qu'en France, en Europe, il faut aussi mener un combat de séparation en réalité. C'est ça qui est en jeu, un combat communautariste. Et c'est pourquoi ça prend cette proportion en France, parce que justement, je vous l'ai dit, depuis 1789, la France a totalement refusé le communautarisme. Alors, je voudrais faire un petit exercice qu'on n'a jamais fait dans l'émission, j'ai prévenu personne, mais je voulais vous présenter au public qui voit, et puis on vous la diffusera pour l'émission, une nouvelle affiche réalisée par Jean Cry. Et voilà, vous connaissez la charte de la laïcité à l'école, et on a monté tout un projet avec des enfants qui fréquentent le contrat local d'accompagnement à la scolarité, pour se dire, cette charte de la laïcité à l'école, elle est assez abscon, c'est moins qu'on puisse dire, c'est parfois difficile de lire et de comprendre tout ça, notamment pour des enfants de primaire. Alors, on a travaillé avec eux sur cette charte. On dit, on va l'illustrer, on va lui faire des dessins, on va commencer à avoir un dialogue positif là-dessus. Et ils ont fait tout un travail avec différentes phrases,
Et j'aurais envie de dire, alors je prends traître tout le monde parce que j'ai prévenu personne à la fin. Philippe, comme on a la chance de t'avoir, que tu es un sémiologue, est-ce que tu pourrais nous faire une analyse sémiologique comme ça, a cappella en direct, sur cette affiche que tu découvres également, puisque c'est la première fois qu'on l'expose. Voilà, on va encore un petit peu l'améliorer, mais on va l'approcher et on va, surtout pour nos auditeurs, lire un petit peu ce qui est écrit, parce que ça va être un petit peu pas évident. Donc, est-ce que tout le monde la voit? Est-ce que notamment notre sémiologue arrive à la voir et pourrait nous en dire et éventuellement lire les petites choses qu'il y a tout autour de cette charte de la laïcité qui est au milieu? Parlons laïcité. Bon, en tout cas, non, c'est un exercice périlleux. Je ne peux pas faire ça comme ça, sur commande. Mais je vois bien l'intention. Donc c'est ça qui est important. C'est qu'il y a une intention de dire quelque chose. Et qui est d'envoyer d'ailleurs des messages positifs. On essaie de donner un contenu concret avec une charge positive. Elle permet, sous les dessins, alors il y a des dessins d'enfants bien sympas, souriants ou étudiants. Il y en a une qui regarde un microscope. Il y a des enfants bien sages qui sont assis à leur table et le maître montre l'évolution de l'homme. Et puis on voit, elle veille à des messages, elle veille à l'égalité fille-garçon, qui est un message important de la charte. Et on voit, évidemment, vous en doutez, un garçon, une fille qui jouent au basket, ensemble, dans la même équipe. Bon, c'est donc des équipes mixtes. Elle défend la liberté de croire ou de ne pas croire. Alors, si je peux me permettre, j'aurais utilisé une phrase encore plus enfantine. J'aurais dit je crois si je veux, ou je crois pas si je veux pas, un truc comme ça, plus interpellatif, avec des phrases, des mots que seraient ceux qu'utiliseraient les enfants. Parce que là, ça reste assez conceptuel, il faut réfléchir, alors que si on dit « mais moi je crois » ou « je crois », c'est que si je veux, là c'est plus immédiat en compréhension. Et comme ils disent ici, nous sommes tous égaux, et c'est eux qui le disent. Et donc, alors là, petit à petit, je fais l'analyse. Très intéressant qu'on ait choisi que l'interpellateur, ou le destinateur, on appelle ça, ce sont les enfants. Donc c'est plus un texte qui vient, un texte abscon, compliqué, que les enfants ne lisent pas, qui ne comprennent pas, qu'on l'utilise comme une référence de sanction. Et regarde, tu n'as pas respecté là, le 3e alinéa, etc. Ça devient quelque chose qu'ils appréhendent et qu'ils s'approprient même, et c'est eux qui parlent. Et j'aurais envie de dire, ça serait bien de continuer comme ça, d'aller pousser ça jusqu'au bout. Et puis, elle pourrait dire, la petite fille, moi, j'aime la science, par exemple, parce que la science, c'est quelque chose, voilà, plutôt dire j'aime la religion, elle peut dire j'aime la science, par exemple. Et ça serait comme ça. Mais je vois bien l'intention de rendre ça, de traduire ça, de rendre ça plus accessible. Et on voit la charte qui est au milieu. Donc, c'est une explication de la charte. Alors, je n'ai pas regardé les codes couleurs, mais je veux bien qu'on reprend ceux de la charte. Il y aurait des choses à dire sur les choix de couleurs, parce que c'est que les couleurs, c'est la chose qui dit le plus de choses sans qu'il y ait de mots. Il y a des couleurs qui envoient des choses positives, des couleurs qui envoient des choses négatives, il y a des couleurs qui sont agressives, il y en a au contraire qui sont très douces, qui changent l'état d'esprit des gens. Dans les hôpitaux, vous savez qu'il y a des chartes colorielles pour apaiser, calmer, etc. Eh bien, il faut qu'on y réfléchisse à ça aussi. Alors moi, je ne sais pas choisir les couleurs, mais je demanderai à un designer graphique de le faire. Si je lui dis, voilà, je veux ramener un peu d'apaisement, qu'est-ce que le designer graphique mettrait? Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup pour cet magnifique exercice, encore une fois en direct et sans préparation, faut le dire, de Philippe. Alors, cette affiche, on va bientôt la diffuser pour les établissements scolaires d'Évry-Courcouronnes. On va profiter de la prochaine réunion de la cité éducative pour présenter l'affiche finalisée. Voilà, on va encore faire quelques petites améliorations, mais on la présentera à ce moment-là. Et voilà un outil, encore une fois, pour communiquer positivement sur la laïcité, puisque
à chaque fois, dans tous les textes qui est écrit autour de cette charte, ils sont positifs. Ils n'ont pas le côté la laïcité interdit. Non, la laïcité, elle l'autorise et elle permet, ça a été dit, la liberté de conscience. Et il faut le rappeler, c'est la seule liberté absolue qu'on a, car toutes les autres libertés sont relatives. Oui, on a le droit de circuler, mais quand il y a le feu rouge, on s'arrête. Liberté relative, elle a des limites. On a le droit d'une liberté d'expression, mais on n'a pas le droit d'avoir des propos discriminatoires envers quelqu'un. Liberté relative. Seule la liberté de conscience est une liberté absolue. Et on a la possibilité de penser et croire absolument ce qu'on veut. C'est dans nos têtes. Donc ça, c'est absolument important de le redire, puisque c'est quand même toujours la première phrase de la loi du 9 décembre 1905 qui dit « La République assure la liberté de conscience, point ». Le reste, c'est le développement pour assurer la liberté de conscience. Voilà. Je crois que c'est toujours important de le répéter. On continue les questions. Qui veut prendre la parole ? Une rupture générationnelle semble se dessiner, notamment dans certains corps de métier qui sont essentiels comme l'enseignement, mais également l'encadrement sportif, avec une difficulté d'articuler une vraie pédagogie autour de la laïcité. Et vous avez raison, il faut effectivement la charger ou peut-être même la recharger de signifiés positifs. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un champ lexical aussi sur lequel il faudrait travailler. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que chez une partie de la jeune génération, des mots tels que liberté, émancipation ne sont quasiment plus utilisés. Aujourd'hui, on parle d'identité, on parle de droit, et là c'est droit avec un S, j'ai des droits. On parle pas beaucoup d'égalité, mais plutôt de discrimination. Et je crois qu'il y a aussi un travail à faire effectivement au niveau des mots, parce que j'ai le sentiment que par rapport aux générations précédentes, il y a quand même visiblement je dirais pas une fracture, on n'en est peut-être pas là, mais il y a quand même il y a quelque chose qui se joue, me semble-t-il. Alors, votre question est très importante, et alors là, ça me renvoie à mon métier aussi. C'est-à-dire que il y a une opposition. Il y a des sortes de territoires lexicaux qui viennent justement s'opposer. Hein. Quand on parle d'identité mise en avant, une revendication identitaire, d'essentialisation de la personne et mettre en avant une particularité qui devient finalement la nature, l'essence même de la personne. En réalité, on se sépare de l'ensemble. Et finalement, si chacun se sépare, il y a plus de commun. Ou alors, on se sépare, on se discrimine dans le vrai sens du terme, avec une particularité qui nous fait appartenir à un groupe. Puis d'ailleurs, une autre particularité nous fait appartenir à un autre groupe, et c'est la fameuse théorie de l'intersectionnalité. C'est qu'on appartient tous à plusieurs groupes, sauf que là, chez les jeunes générations, parce qu'il y a une culture là, qui date des années 70 en réalité, pour beaucoup, de cette... qu'on appelle, on emploie le terme wokiste un peu rapidement, parce que lui aussi, il est chargé négativement, alors qu'il a aussi une charge positive, faut le savoir, hein, historiquement. Mais on voit bien qu'il y a toute une culture là-dessus qui dit on s'identifie je m'identifie par mes particularités. Et pas parce que j'ai en commun, mais parce qu'il me fait la différence. Et ça me sépare des autres. C'est-à-dire que l'autre, je le regarde non pas comme un frère, mais je le regarde comme un autre qui n'a pas les mêmes planètes, qui n'appartient pas à mon groupe. Hein. C'est absolument terrible. C'est terrible. C'est en plus que c'est pas une bonne compréhension en plus de ce qu'étaient les intentions de ceux qu'on présente comme les faiseurs de ces théories. Alors je parle pas du wokisme, du mouvement woke au départ. Il y a un vrai sujet sur la lutte anti-apartheid, hein, très important. Et pour moi, ça c'est la charge positive. Et puis il y a ensuite, on a parlé, vous savez, de Michel Foucault là-dedans. Enfin, l'importance de Michel Foucault dans cette histoire réinterprétée par les universités américaines, amenée par les Français, réinterprétée et revenue en Europe comme un boomerang. Et donc, oui, il y a un effet générationnel chez les enseignants, mais je dirais il y aura un effet générationnel partout finalement, chez les enseignants, et notamment sur la question de la laïcité. Il y a des enseignants qui expriment un désaccord sur la laïcité. Il y a un effet générationnel dans le sport, ça je connais moins bien le milieu,
mais on nous le remonte très souvent. Alors pareil, c'est toujours, faut se méfier. Il y a une histoire quelque part, ça représente pas l'ensemble, donc je ne sais pas quantifier. Sur l'enseignement, de même, on a énormément exagéré parce que évidemment, comme d'habitude, ça a été instrumentalisé par tel parti puis ou tel autre. Je me souviens d'une ministre qui a eu des propos ridicules. Enfin, c'est pas si rare que ça, mais des propos ridicules sur l'islamo-gauchisme, je sais même plus, le wokisme ou l'islamo-gauchisme dans les universités. J'en fréquente quelques-unes et bon, faut pas pousser. Oui, il y a, bien sûr. Il y a le même débat, en fait, que dans la société, en réalité. Hein. Sauf que à l'université, contrairement à l'école, vous savez, il n'y a pas la même neutralité. C'est un peu différent. Voilà. Bon. Le champ lexical, bah oui, vous avez tout à fait raison. Hein, vous avez employé des termes. C'est mon droit, par exemple. Vous voyez, c'est moi, une sorte de narcissisme qui est le narcissisme des réseaux sociaux. On a pu le voir dans les commentaires. Le narcissisme, on se montre, on parle de soi. Je me lève, j'ai fait 3 pas, j'ai bu un verre d'eau. Vous voyez, ça c'est clair que ça va pas dans le bon sens, hein, d'être un membre d'une citoyenneté, si vous voulez, ou d'un commun, pour employer le terme, puisqu'on met en avant que ce qui n'est pas commun, justement. Voilà. Hein. Mais ça, j'avoue, moi, j'ai aucune solution. Hein. C'est que je constate comme vous, je le vois chez mes étudiants, par exemple, de plus en plus. Mais pas que les étudiants, j'enseigne aussi avec des étudiants étrangers, pas que les étudiants français. J'ai presque envie de dire, c'est mondial. Hein. Alors c'est peut-être pas moins vrai en Asie, par exemple, mais c'est quand même assez, parce que les réseaux sont mondiaux, parce que ce sont des mouvements d'idées qui se diffusent à une vitesse folle. Et nous, on vient avec une charte de la laïcité hyper rationnelle, car etc. Alors là, c'est perdu d'avance, l'histoire. Hein. Alors, on va regarder un peu Jean Crille, qui a encore son crayon qui s'est pas mal agité pendant le reste de cette émission jusqu'à présent. Et voyons voir les nouvelles dessins que tu nous as préparés. Oui, effectivement, le sujet est intéressant et Philippe, comme vous le développez, c'est vraiment très, très éclairant et inspirant. Alors, j'ai repris un petit peu ce qu'on avait dit là, comment communiquer la laïcité. Donc, effectivement, tout simplement en disant à quoi ça sert. Parce qu'en fin de compte, c'est plutôt un outil qu'autre chose. Hein, on va pas rester dans les grandes idées. Après, là, je suis dans une école. J'ai un prof qui dit, pareil, toujours autour de communiquer sur la laïcité, et qui gronde un élève qui lui fait recopier « Je respecte la laïcité, je respecte la laïcité, je respecte la laïcité », etc. Donc, on sent qu'il a dû blasphémer ou je sais pas quoi. Et il se dit dans sa tête « Bon Dieu que c'est long, le gamin ». Voilà. Et puis un dernier dessin, justement, pour rebondir sur l'histoire de l'Alsace-Moselle en 2017. Donc, abolition du blasphème en Alsace-Moselle. Et donc, il y a une dame, on dirait qui on veut, qui est sur un bûcher, sur une croix, qui dit « Zut, trop tard ». Est-ce que je peux rebondir sur celui où il y a l'enseignant qui a donné une punition et il faut écrire je respecte la laïcité. Vous savez, il fallait copier 50 fois les lignes, je sais plus comment on appelait ça. J'ai connu ça, moi. Et j'en ai fait pas mal. Et c'est, voilà, pour moi, c'est ça qui est terrible. C'est l'enfant qui écrit ça, il sait pas ce qu'il dit. Oui, je respecte la laïcité, mais c'est-à-dire, il faut parler du c'est-à-dire. C'est-à-dire, concrètement, ce qu'on a dit, comme dit l'affiche ici. Hein. Ça veut dire que j'ai le droit de penser ce que je veux, mais les autres aussi. Des phrases comme ça. Encore une fois, j'ai des droits, mais les autres ont les mêmes. Et pour avoir les droits, il faut que les autres aient les mêmes. Des choses comme ça qui font un petit peu réfléchir, mais qui sont compréhensibles. Je respecte la laïcité. Le gamin, d'abord, il ne la respecte pas, parce qu'il ne sait pas trop ce que c'est, ou il croit que c'est autre chose, comme tout le monde. Et donc, ça ne sert pas à grand-chose. Merci pour ce dessin. D'autres questions? Je rebondis, donc j'ai été un petit peu en Grande-Bretagne ces dernières semaines et du coup donc j'ai pu observer des fonctionnaires de police qui portaient le voile ou c'était les grandes vacances, mais on sait également que des petites collégiennes ou des jeunes peuvent porter
signes religieux. Et donc en parlant avec mon compagnon, on s'est dit que c'était aussi sans doute par rapport à leur politique avec la royauté, qui est liée au culte. Mais je voulais savoir, donc je voulais un petit peu approfondir ces interrogations parce que ça m'a donné le sentiment que certaines religions étaient peut-être plus acceptées ou les Anglais étaient peut-être plus ouverts d'esprit. En tout cas, il y avait des gens qui semblaient plus intégrés. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, même au regard d'un petit peu des riots qui ont eu lieu aussi cet été en même temps. Alors oui, il y a une culture différente, justement, vis-à-vis des rapports de l'État avec la religion, mais aussi des rapports de la société. Parce que j'ai parlé beaucoup d'État, mais il y a la société aussi. Hein. Et de la société avec les religions, il y a une forme de multiculturalisme qui est actée. Et vous avez raison, par exemple, ça a une conséquence sur les agents, par exemple. Il n'y a pas la neutralité exigée. Hein. Ils peuvent porter, les Sikhs peuvent porter leur signe, etc., etc. Est-ce que ça fait une société plus tolérante ? Les faits nous démontrent que non. Est-ce que ça fait une société plus inclusive et qui intègre ? Les faits démontrent que, alors pas du tout. Ça fait certes une société plus communautaire. Les communautés cohabitent, plutôt pas trop mal, mais de moins en moins bien quand même. Et donc ça ne marche pas, j'ai envie de dire, non plus. Et c'est un peu le problème des recherches qui sont faites aujourd'hui, c'est que, s'il y avait un modèle qui marchait plus que les autres, ça se saurait et peut-être que tout le monde copierait, mais ça se complique. Mais chaque pays essaie de mettre en place le modèle qui correspond à son histoire. Donc, dans la laïcité française, il y a l'histoire de la Révolution française, il y a l'histoire de l'égalité des citoyens, il y a l'histoire de l'Église catholique, etc., etc. Alors que les Anglais se sont éloignés de l'Église catholique, le roi d'Angleterre est le chef de l'Église anglicane. Et donc, effectivement, c'est pas un pays laïque de ce point de vue-là, mais c'est un pays quand même sécularisé. Et en Europe, pas tous, mais beaucoup de pays sont plus ou moins sécularisés. Et le plus sécularisé, celui qui est le plus loin, c'est la France. Dire sur la Grande-Bretagne, moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que là-bas, il y a le tribunal, je sais plus comment il l'appelle, le tribunal de la charia, où l'homme a tous les pouvoirs sur la femme. Quand on voit que dans certains pays du monde, il y a des femmes qui sont lapidées. Voilà, moi, pour apprécier l'Angleterre dans son histoire, j'avoue que là, il y a eu le Brexit, c'est vrai, mais tout ne s'explique pas. Et justement, je crois que les gens reviennent un peu de ce modèle. Alors, quand vous parliez de tribunaux qui appliquent la charia, c'est en Angleterre, vous l'avez dit. Ouais. Je signale que ça existe aussi pas sur le territoire français ici, mais dans des territoires français. Enfin, des tribunaux spéciaux religieux, je voulais dire. Voilà. Moi, je trouve ça insensé, mais c'est acter le communautarisme, c'est acter le fait qu'il y a des lois autres que les lois de la République ou de la monarchie là-bas, disons de la démocratie. C'est un constat. C'est quand même, effectivement, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur le multiculturalisme. Et donc, multiculturalisme, ça veut dire donc qu'il n'y a pas les mêmes lois pour tout le monde. Mais c'est tout le contraire de l'égalité, c'est tout le contraire de... Et ça assigne les gens, parce que ça aussi, la liberté de chacun, c'est de ne pas être assigné. Mais là, ils le sont. On leur demande même pas leur avis. Ah ben oui, toi, tu vas subir d'autres lois que moi, puisque tu fais partie d'eux. Il n'a rien demandé, on l'assigne. Alors, tu évoquais dans ta présentation tout à l'heure l'expression remettre l'église au milieu du village. C'est ironique, hein, bien évidemment. Mais justement, dans les communications et les capacités sémiologues de changer, moi j'ai changé l'expression et je dis, quand j'anime des formations, il faut remettre la mairie au milieu du village. Non. Voilà. Et là, c'est aussi un moyen, par des phrases et des expressions,
d'expliquer les choses. Et c'est intéressant dans l'histoire parce que tu l'as évoqué, à un moment donné, dans l'Ancien Régime, qui s'occupait des baptêmes, des mariages, des décès? C'était l'Église. Et si on n'était pas dans l'Église catholique, on n'avait aucune existence légale. On ne pouvait pas emprunter. Quand on ne pouvait pas se marier. Quand on était mort, on était lancé dans une fosse commune et puis c'est tout. Et dire qu'après, à un moment de la Révolution française, je repense des choses que tu as dit, c'est maintenant la mairie qui s'occupe de l'état civil. C'est-à-dire que tout le monde, quelle que soit sa conception, sa croyance, sa non-croyance et autres, a le droit aux mêmes règles. Et le droit, encore une fois, au droit l'indifférence, finalement. De ne pas avoir un droit d'être stigmatisé parce que dans tel groupe, parce que dans tel autre. Voilà. Donc, et que penses-tu de cette expression, justement, de mettre la mairie au milieu du village? Je trouve que c'est très intéressant. Effectivement, ça serait pas mal de promouvoir cette expression. Alors, là aussi, peut-être compléter mon propos tout à l'heure, il faut pas réduire la laïcité à une expression. Mais, en revanche, on pourrait mettre en place toute une série d'expressions qui finalement couvrent l'ensemble de la question, mais découpées en, je disais tout à l'heure, la laïcité, c'est dessous, de points, ma croyance, c'est perso, mes choix religieux ou philosophiques, c'est perso. Ça répond à une partie de la question, mais c'est pas complet. Puis il y en a une autre qui dit autre chose, etc. Donc essayer d'identifier avec des phrases simples ou des slogans, entre guillemets, un certain nombre de choses qui couvreraient le concept total de laïcité, du principe de laïcité et de ses conséquences. Et pour revenir à l'affiche, justement, c'est un peu ce qu'elle essaie de faire. Et moi, je la pousserai même encore plus loin, parce que je reprendrai tous les termes, parce qu'il y en a beaucoup dans la charte. Il y a combien d'articles? 14, 15, c'est ça? 15, oui. Et j'essaierai de traduire presque tous. Évidemment, ça pose un problème de mise en page, ou en tout cas les principaux. Et puis, je ferai parler les enfants, voilà. Question suivante. Alors moi, je me demande s'il n'y a pas une volonté politique à ce qu'il y ait une mauvaise communication sur la laïcité, parce que en termes de séparation de l'État et de la religion, notre président a pourtant assisté à la messe donnée par le pape à Marseille l'année dernière et célébré la fête juive Hanouka à l'Élysée. Donc, n'est-ce pas un manquement à la neutralité? Si. Encore une fois, si les principaux personnages de l'État, si les parlementaires, si les élus ne respectent pas ce que veut dire la laïcité concrètement dans ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, c'est quand même difficile de demander aux gens de le faire. Donc, ils ont obligation de neutralité pas dans leur vie personnelle, en tant que représentants de l'État. Donc, ça leur appartient. Ils ne s'appartiennent plus dans ce cas-là. Ils ont une obligation de neutralité et qui exclut toute manifestation d'une préférence ou d'une autre, religieuse ou d'ailleurs pas forcément religieuse, philosophique, qui que ce soit. Les enseignants, dans les hôpitaux, même si ça à Paris c'est un peu problématique, mais etc., etc. Donc l'histoire de la fête juive à l'Élysée, qui était une sorte de truc un peu spontané, d'ailleurs, c'est clairement une erreur de débutant. Ensuite, c'était la messe. Alors ça, c'est un vieux débat. Donc moi, je suis pas. Encore une fois, je pense que non. En tant que président, non. Mais non. En tant que personne, il peut très bien aller à la messe le dimanche matin, même si c'est difficile de distinguer Jupiter de la personne. Voilà. Mais De Gaulle avait aussi, il y avait un sujet. De Gaulle, il allait à la messe, lui, le dimanche, mais justement, il faisait attention quand même, qu'on mélange pas. Et puis, il y en a d'autres derrière, Giscard d'Estaing, etc., qui n'ont jamais été très clairs là-dessus, parce qu'ils viennent avec leurs convictions en réalité. Ils n'arrivent pas à passer l'étape de maintenant, je suis là qualité, je suis pas là en tant que personne. Comme ils ont un peu tendance à perdre la boule, quoi, perdre le bon sens, tout ça, le pouvoir enivre, c'est connu. Ils n'arrivent plus à faire la
la part des choses. Peut-être que c'est ça, hein. Enfin, je veux pas me fâcher avec qui que ce soit, mais voilà. Mais moi, je me pose la question, avec tout ce qui vient d'être dit, sur la pertinence du nom de notre propre émission. Tous les mois, on parle laïcité. Est-ce qu'il faut garder le terme ou faut trouver autre chose ? Alors ça, c'est à vous d'en décider, mais vous pourriez peut-être dire, je sais pas, j'en sais rien, moi. Peut-être que ça provoque aussi, faut aussi le voir comme ça. Mais ça peut être parlons liberté de conscience. Parlons d'égalité. Enfin, à la limite, il pourrait y avoir un sous-titre à chaque fois. Selon les thématiques, peut-être dire parlons liberté de conscience. Parlons de ma religion, c'est perso, etc. Enfin, oui, il pourrait y avoir une sorte de sous-titre qui pourrait nourrir, parce qu'il s'agit de nourrir le mot laïcité de charge positive. Ça, c'est vraiment ma proposition principale. C'est, de ne pas l'utiliser en amont pour pas bloquer, pour pas fermer les portes, de la nourrir au fur et à mesure de charges positives avec des éléments de langage et aussi des éléments d'image en réalité. Et puis, on aime bien provoquer aussi. Donc, voilà. Parlons laïcité, ça fait du bien aussi, parce que la laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. Alors, on commence par un négatif, mais on vient sur comme un positif extraordinaire. Alors, un petit commentaire aussi sur cette expression. Ouais, mais je crois que c'est fait partie de ces expressions qu'il faut répéter. Elles provoquent, elles interpellent, et donc on peut ensuite expliquer. Moi, je trouve que ça fait partie, c'est très bien. Ça n'est pas suffisant, et c'est ça que je crains toujours. C'est que ça ne se suffit pas. Donc il faut décliner pour finalement finir par couvrir le concept, le principe de laïcité. Mais celle-ci est intéressante. C'est la liberté, oui. Paradoxalement, et c'est là où on a un problème, comment expliquer à des jeunes que une interdiction, en réalité, assure une liberté d'intérêt général? C'est ça, là, qui est compliqué. Vous dites, c'est la liberté, mais vous interdisez. Oui, mais c'est pour protéger les uns et les autres, en réalité. C'est le principe même des lois qui couvrent l'intérêt général. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut pas rester au simple slogan, c'est pas suffisant. Ça fait partie du packaging, si je puis dire comme ça, mais c'est quand même essentiel d'aller voir les publics. Alors c'est sûr qu'au réseau d'échange réciproque de savoir, on a une certaine expérience et expertise, parce que on va régulièrement dans les établissements scolaires, on fait des séances de 2 heures par classe, voilà, avec des outils pédagogiques en fonction des niveaux, que ce soit collège, lycée, université aussi, ou école, et puis on est été aussi dans des endroits où on voit pas beaucoup de gens y aller. Alors, école de la deuxième chance, mission locale, centre éducatif renforcé. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est, les centres éducatifs renforcés. C'est pour les mineurs délinquants de 16 à 18 ans qui sont sous main de justice. Et s'ils sont pas au centre éducatif renforcé, ils vont en prison. Voilà. Donc, on y va, on va sur et on leur fait des journées laïcité. Et ça marche. Et les gens sont convaincus. Pour l'anecdote, la fois où je suis allé dans un centre éducatif renforcé faire une journée, on a eu une levée bouclier, une bronca des enfants. Mais pourquoi ils ont fait une bronca? Parce que au lieu de la pause du goûter à 16h, on l'a fait à 16h30. Et c'était, vous voyez, parfois, c'est pas du tout là où on s'attend qu'à la bronca qu'elle a lieu. Donc c'est aussi un public parfois particulier, mais tous les publics sont particuliers, ont leur particularisme. Et puis, à nous d'adapter la pédagogie, et il n'y a pas de fatalité. Voilà. Donc, c'est un petit peu un message d'espoir que je veux faire passer à ce moment-là, parce que il y a possibilité. Et j'ai envie de dire qu'il faut démultiplier les initiatives. Plus on les démultiplie, plus on va sur le terrain, plus on découvre. Alors, ces émissions de radio, bien sûr, en fait la promotion est une utilité pour ça, et rentre dans le débat, parce qu'il faut débattre de ces sujets. Pas les mettre sous le tapis, mais à un moment donné aussi, c'est d'y aller. Je reviens sur la question du coup qui était un petit peu évoquée par Eliane dans le public, sur finalement les enseignants qui sont menacés. Voilà, on a eu Samuel Paty, Dominique Bernard qui a été tué aussi là-dessus. Finalement, comment on peut redonner... Alors, la question est à 1 000 euros ou à 1 million, donc tu fais comme tu peux pour y répondre. Mais comment on peut faire justement pour redonner confiance aux enseignants et leur dire, mais il n'y a pas de fatalité, vas-y,
continues à discuter de la laïcité avec tes élèves? Alors oui, d'abord, c'est vrai, le constat malheureusement est fait que les enseignants se sentent menacés et parfois le sont, mais plus que ça, ils se censurent. Je ne sais plus quel est le dernier chiffre, c'est terrible. Je sais pas, c'est pas 1 sur 2 qui s'auto-censurent dès ce qu'ils veulent, alors sur des sujets qu'ils devraient aborder, qui sont, je le signale, au programme. Donc je ne sais pas, moi, comment leur donner confiance. D'abord, c'est quand même, ils ont une hiérarchie qui doit les soutenir, ce qui n'est pas le cas. C'est pas toujours très clair. C'est même très fuyant, tout ça. Hein. On l'a vu sur des affaires tragiques, mais on le verrait sur des affaires au quotidien. Hein. Parfois, les proviseurs même sont pas toujours très clairs face à leurs professeurs parce qu'ils soupçonnent le professeur de faire de la provocation ou d'exprimer des opinions personnelles alors qu'il parle de ce qui est au programme pourtant. Ça a été le cas avec Samuel Paty, par exemple. Je pense que l'une des solutions qui existent à certains endroits, je pense dans le sud de la France, vers Nice, je crois, oui, c'est vers Nice, une association qui s'appelle le Cercle Ferdinand Buisson, qui fait un boulot terrain dans les établissements. Alors, je sais pas combien d'enfants ils voient chaque année. Et comme ça, les enseignants les appellent en réalité pour faire théoriquement ce que l'enseignant devrait faire, mais qu'il peut pas faire. Bon, c'est peut-être des solutions comme ça, de faire venir des intervenants extérieurs, pas n'importe qui, hein, labellisés, dont on est sûr qu'ils vont pas raconter trop de bêtises. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait faire. Mais c'est un constat sévère. C'est vrai que il faut bosser, quoi. Faut prendre les choses comme elles sont, puis il faut essayer de faire avancer les choses. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on peut te remercier. Merci à vous. Beaucoup, Philippe. On peut l'applaudir. Hein. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.res-evry.fr. Émission du mois prochain, effectivement, nous allons parler de laïcité et apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie ? C'est la volonté pour une personne de quitter sa religion. Et là, on va recevoir une association, le mouvement de l'émancipation pour la liberté de penser. Et nous n'aurons pas un invité, mais nous aurons 2 invités. Ibrahim Diakité et sa compagne, Mariam Diarra, qui vont parler de leur expérience. Alors pour eux, je vous donne un petit peu quelques éléments de contexte. Ils ont quitté la religion musulmane et ils vont expliquer un petit peu leur aventure, et aventure parfois très difficiles, très douloureuses, et des aventures où parfois certains ont pu aller même sur des terrains dans d'autres pays parce que influencés par des proches de groupes terroristes parfois, et qui en sont revenus. Donc ça sera un sujet assez intéressant de revoir tout ça. Ça sera le mois prochain, donc. On va retourner à la MJC Simone Signoret pour l'occasion. Donc n'hésitez pas à venir pour Laïcité et Apostasie, jeudi 3 octobre de 17h à 19h. Merci à tous, et on peut encore applaudir notre invité, et puis je vous dis au mois prochain. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.res-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.